Oyez, oyez, ça y est, on est installé bien. Bonsoir à vous, merci de regarder le Grand Talk. Ce soir, nous sommes en compagnie sur le plateau de M. Élisée Boulougbe. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais super bien et vous-même? Ça va, tout va bien, Dieu merci. Bonsoir Sarah. Bonsoir Brice. J'étais il y a quelques jours à Yamoussoukro et on a recueilli des témoignages. Quelqu'un m'a dit, vous direz bonjour à la nouvelle blanche qui s'appelle Sarah. Oui, passez lui le bonjour. Ben voilà. Il n'a pas dit par exemple, il n'a pas dit par hasard Blofeu Bla. Non, non, pas du tout, parce que c'est à Yamoussoukro. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien. Ben, je suis content de vous entendre. Toujours très ethnique, hein, quand même. Ouais, c'est des motifs avec du rose, du noir. J'aime bien. Très bien. Ouais. Ok. Et puis, monsieur André Bois sur le plateau ce soir. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien, merci. Et vous? Ça va très très bien. J'étais à Yamoussoukro il y a quelques jours. J'adore Avec Yamoussoukro, jour, hein, oui, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Il y fait ses week-ends. En fait, il a fait le sondage de Daouda, que Daouda a fait. Dans la rue, non pas du tout. À Bassam. Daouda d'ailleurs qu'on embrasse, hein, à qui on souhaite un Propre propre établissement. établissement. Bah, le garçon, c'est un grand commis de l'État. Donc, quand il se porte pas très très bien, c'est qu'il se porte vraiment pas bien. Parce que toutes les occasions sont bonnes pour les apparitions. Mais là, quand même, s'il n'est pas là, c'est que c'est vraiment chaud. Écoute, repose-toi bien, mon cher Daoud, et on t'aime fort, on t'aime fort. J'étais à Yamoussoukro, justement. Et il y a là-bas un village, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Nzuessi. Nzuessi, c'est au cœur de Yamoussoukro. C'est quand même le centre. Hein, et là-bas, il y a la chefferie traditionnelle, la chefferie globalement, qui me passe le bonjour, et qui vous passe aussi le bonjour. Ok. Et surtout, qui attire l'attention, et ça c'est pour M. André Bois, sur le fait qu'en Nzuessi, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de bitume. Incroyable, en plein centre. Il y a problème. En plein Yamoussoukro, Yamoussoukro est quand même rempli de rues bitumées et tout ça. Ben oui, bien La sûr. voirie même a été refaite il n'y a pas longtemps, plusieurs kilomètres de bitume encore qui ont Voilà. été. Donc, Sauf que Nzuessi n'en a pas bénéficié. Voilà, et donc je suis Le message désormais passe. le nouvel ambassadeur de Nzuessi. Voilà. Merci Brice. Je vous en prie, je vous en prie. Bon, les amis, on va évoquer notre premier point du Grand Talk hein, ce soir. Et bien, celui-là concerne l'effondrement, on l'a entendu, hein, d'un immeuble R+6 à la Riviera Palmeraie. C'était le vendredi 30 juin dernier, aux environs de 11 h. Et bien, les circonstances du drame, selon le communiqué émanant des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par le biais de la plateforme collaborative de contrôle des constructions, le PCCC. Hein, je dis PCCC. P3C, vous avez compris? D'abord, il faut noter que c'est un immeuble R+6 non autorisé en cours de construction. Le chantier non autorisé qui a fait donc l'objet de nombreux contrôles par les services du ministère depuis 2021. Un procès verbal même de constat d'infraction notifié le 6 septembre 2021. Et suite à la notification du procès verbal, poursuite des travaux, les services donc ont constaté un arrêt effectif des activités sur le chantier. Cependant, la plateforme, la P3C, constate à nouveau donc la reprise illégale et non autorisée des travaux de construction de l'immeuble atteignant cette fois-ci le 6e étage. Et puis après, le château de cartes s'écroule. Constat, messieurs. Vos avis. C'est dramatique. Hein. Et le bilan, il est lourd. Hein. Le bilan, il est lourd. On a 8 morts et 9 blessés. Déjà, toutes nos condoléances aux familles des victimes et propre établissement aux blessés. Mais je pense qu'on est un peu fatigué de devoir revivre ce même genre de situation et de savoir que depuis 2021 jusqu'à 2023, malgré les arrêts qui ont été demandés, qui ont été notifiés donc au maître d'ouvrage et propriétaire donc de cet immeuble, qui en plus était passé de R+2 si je ne me trompe pas, R+4 si je ne me trompe pas, à R+6, a quand même eu tout ce temps-là pour pouvoir continuer à monter des étages avec des matériaux. On le voit sur les images, quand vous regardez même le matériel qui est utilisé, les fers, c'était absolument pas de bonne qualité. Et malgré ça, le ministère n'a rien fait finalement. Oui, c'est bien de faire des arrêtés, mais à un moment donné, quand vous savez qu'il y a un problème, mais il faut complètement détruire le bâtiment. Il ne faut pas juste attendre que le propriétaire vienne se présenter devant vos services. À un moment donné, c'est comme s'il défiait l'autorité du ministère, finalement, au vu et au dessous de tout le monde, parce que je pense que certains résidents riverains avaient même signalé les défauts de construction de cet immeuble, mais c'est inadmissible encore qu'on ait des morts pour s'héberger, se loger, en fait. C'est inadmissible. Ok, je prends d'autres avis. Non, moi, je partage l'avis d'Edith. Je trouve que c'est dramatique. C'est une tragédie. On parle de 8 morts quand même, 8 vies de perdues pour un immeuble qui s'effondre.
Combien d'autres immeubles doivent s'effondrer avant qu'on prenne de vraies mesures pour qu'il n'y en ait plus. Je me souviens qu'on avait reçu sur ce plateau, il n'y a pas très longtemps, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme sur ce plateau qui nous parlait effectivement des contrôles qui étaient mis en place, de la création de cette plateforme de contrôle. Mais il a dit quelque chose qui m'a un peu interpellée, un peu choquée même d'ailleurs. Il disait que les contrôles s'étaient accrus. Il y en avait bien plus qu'avant, mais qu'il ne pourrait jamais y en avoir à la hauteur du nombre de constructions. Il disait qu'il y avait environ 40 000 constructions en cours, plus de 12 000 contrôles et qu'il ne pouvait pas faire plus en gros. Je veux dire, mais multiplier juste par 2 ou 3 le nombre d'employés, etc., pour pouvoir faire un contrôle complet des constructions en cours. Parce qu'une vie humaine, ce n'est pas rien. Il y a eu 11 effondrements en 2020. Beaucoup moins en 2021 et en 2022, on en compte encore 3 effondrements. Ce n'est pas rien. L'objectif, ça devrait être 0. Il n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, on se promène dans les rues, comme à Abidjan, à Cocody, et qu'un immeuble puisse s'effondrer sur votre tête parce qu'un contrôle n'a pas été correctement fait. J'aimerais quand même juste rajouter ça date de 2021, cette histoire. En 2021. Très bien, ça va. Excusez-moi. Non, j'ai compris. J'ai noté votre point de vue. Mais sur la question à qui la faute, c'est vrai qu'on parle beaucoup du ministère, mais quand quelqu'un s'en va monter un immeuble, nonobstant toutes les interpellations, c'est vrai qu'il y a le ministère, mais il y a le une contrôle, forme de... oui, non, je veux dire, Non, on peut j'en vois l'avis d'André et Élisée. Avant de construire un immeuble, on demande un permis de construire. Donc c'est le rôle du ministère. Mais avant de pouvoir le terminer ou le bâtir, il faut vérifier la construction. André, non, mais là, il ne faut pas que le ministère, j'entends, dit bon, avant de construire un immeuble, Edith même le reprend. Je ne suis pas totalement d'accord avec elle, parce que quand elle dit qu'il faut demander un permis, on peut demander un permis et puis aller prendre du matériau de construction, permettez-moi l'expression, à 2 balles. Non, le contrôle, il continue jusqu'à la fin. Je veux dire que le permis de construire ne veut pas forcément dire que les qualités requises pour bâtir un immeuble sont réunies. Parce que là, vous parliez tout à l'heure vous-même du matériau élite. Voilà, les matériaux, donc c'est ça. Donc, moi, c'est juste un préalable. Ce que je veux relever, puisque Brice nous amenait sur un point qui me paraît vraiment très intéressant à tirer comme conclusion, il dit qu'il n'y a pas que le ministère. Mais là, pour le coup, j'en veux, je ne sais pas le ministère, aux autorités compétentes, de n'être pas allées au bout de leur logique. C'est ça. C'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire que vous constatez en 2021 que cet immeuble n'a pas à être là ou à être construit dans ces conditions-là. Il faut agir. On ne laisse pas... Et je déplore aussi la précipitation même des conclusions, enfin, est-ce que je dois appeler ça les conclusions de l'enquête, mais déjà les informations qu'on a dans le communiqué, etc. C'est qu'à un moment, est-ce que dans notre État, on peut situer des responsabilités de façon froide, sans qu'on soit impacté par une quelconque actualité ou une émotion? Parce que, écoutez, il y a un immeuble qui est tombé, il faut monter depuis donc les niveaux de responsabilité pour savoir exactement qui a fait quoi, qui aurait dû faire quoi, et qui va marcher. Parce que là, même quand tu lis les articles, le propriétaire, le supposé propriétaire de l'immeuble, qui pointe du doigt... C'est un CG qui serait, voilà, CG qui serait DAF dans une entreprise voilà, publique. Il pointe, lui, un architecte, et l'architecte, lui, on dit qu'il n'est pas inscrit à l'ordre. Donc, voyez, donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas une affaire de juste... le ministère n'a pas contrôlé. C'est que le ministère n'est pas allé au bout de son action qui débute, et Sarah l'a rappelé, depuis 2021. Élisée ? Bon, moi, je ne pense pas que là, il n'y a pas eu de contrôle. Hein, parce que quand on lit l'article de presse qui nous retrace un peu le scénario, on nous dit exactement qu'il y a eu des contrôles et on a même demandé à l'architecte d'arrêter. Mais c'est là, justement, que moi, je pense qu'il y a une faute. Parce qu'à ce moment-là, on ne dit pas d'arrêter. On détruit l'immeuble en bonne et due forme. Parce que l'immeuble, on rend tous compte d'abord qu'il y avait à l'époque un truc qu'on marquait sur les maisons AD, voilà, le fameux AD. Moi, on est en train de parler d'un immeuble. Une fois, on a fait le débat ici et j'ai dit quelque chose, tout le monde a trouvé que la proposition qui est faite était une proposition un peu trop draconienne. J'ai dit que moi, je pense, et ça, je reste pertinemment convaincu là-dessus, tout ce qui est immeuble à Abidjan, il faut geler actuellement la construction. Pourquoi on essaie de voir clair dans cette histoire-là? Parce que c'est des vies qui... Moi, je pense qu'un immeuble, quelle que soit la nature de l'immeuble, ne vaut pas la vie d'un homme. Ce n'est pas possible. Et là, c'est des gens qui meurent à longueur de journée. Il faut qu'on gèle tout ce qui est construction d'immeubles à Abidjan. Justement, je reviens pour dire qu'il ne faut pas exagérer. Non, ce n'est pas pour exagérer. Non, on n'exagère pas. On gèle la construction des immeubles pendant un moment. On ne dit pas... Ce n'est pas une exagération. Ça n'a rien d'exagéré. Oui, mais parce que, Élise, on ne va pas se ramener le ballon. C'est une exagération, ce n'est pas une exagération. Argumentons quand même. Mais bien sûr. C'est pas le fait de dire que c'est une je pense que j'ai commencé à argumenter. Pour moi, une vie, quelle que soit la nature d'un immeuble, ne vaut pas
une vie humaine. Mon père Et estimait parce que- également c'est que... pas ça la mais question. ça, Non, c'est c'est le pas premier ça, point. c'est pas ça la Donc, question. ce qu'on va faire, pour bien s'entendre sur le plateau, évoquez-nous 3 raisons, et puis on va voir si... Ouais, allons-y, argument voilà, par on peut casser vos raisons. Depuis 2020, disons où les contrôles ont commencé jusqu'à aujourd'hui, on dénombre environ au bas mot près d'une soixantaine de personnes qui ont été tuées dans les histoires d'immeubles. Les effondrements d'immeubles, c'est excessif. Et quand même le gouvernement dit, ou quand le ministre même dit, et à preuve à l'appui, qu'il y a des constructions qui ont été, des immeubles qui ont été détruits, près d'une cinquantaine d'immeubles en 2022, qui ont été détruits parce qu'ils ne respectaient pas les normes. Mais on en risque encore des décès. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pas qu'on dit on ne construit plus. La question des immeubles, là, on gèle pour un temps. Question de permettre aux contrôleurs, qui ne sont pas nombreux d'ailleurs, de pouvoir prendre d'assaut, je dirais en fait, les villes pour contrôler effectivement les immeubles si ça remplit les normes. Après, on peut se donner 3 mois, on peut se donner 4 mois. On dégèle après et puis on continue. Mais pour qu'au moins, dans l'opinion publique, ça fasse tâche. Pour que les gens comprennent qu'il y a une volonté réelle et manifeste de pouvoir lutter contre les constructions anarchiques. Très bien. Ça, c'est important. Mais évidemment, c'est une très très mauvaise proposition, évidemment. Ça n'a même pas besoin de... Non, mais donne les raisons. Mais justement, je vais commencer à Vas-y. expliquer. Il se trouve que quand on va geler, on gèle même ceux qui construisent bien les immeubles et qui vont servir à la bien sûr. population. Je veux dire, Pendant parce que un temps, Oui, il y a une- oui, mais gèle pour justement, tout le monde. mais Je laisse André laisse-moi terminer. finir. Parce que c'est ça la vraie question. C'est ça. C'est que pendant qu'il y a 50 immeubles en construction et qu'il y en a 2 ou 3 qui posent problème, vous allez geler l'ensemble des 50, sachant que les gens, il y a un déficit de logement, les gens doivent Mais habiter. d'où tu tires la raison qu'il y a 2 ou 3 qui sont... Mais qui sont- ça, c'est une estimation voilà, parce que personnelle. Non, mais- je tire, pardon, parce mais que- je vais essayer de vous mettre non, il me d'accord. pose la question où je tire. Oui. Parce que, Élysée, Oui. en Côte d'Ivoire, ici, cette année, le ministre a dit qu'il y a 40 000 logements, 45 000 logements qui se construisent. Oui. Et vous comprenez, dans les 45 000 logements, si on fait on divise et qu'on suppose qu'un immeuble comme celui-là, admettons, à 30 logements, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le type d'immeuble, le nombre d'immeubles que cela représente dans ce lot de 40 000 logements. Et là, vous n'en avez que 3 qui sont tombés en 2022 et vous dites qu'on doit arrêter. Vous en Je avez veux dire, que le 3, parce ratio... que pour toi, c'est que 3. Non, mais Élysée. Non, mais Mais c'est vrai non, que je vais le vous montrer ratio- le que... ratio Non, n'est pas un attends, problème. Élysée, mais là- la question, ce là, n'est oui. pas que 3. La question, c'est C'est la le ratio, mesure il qu'on évoque doit le ratio. prendre par rapport au ratio. Bien sûr. Au lieu de geler, effectivement, vous l'avez dit, il faut accroître les contrôles. Si vous me Il permettez, faut... j'ai une solution. Non, je viens de Mais finir. pardon, Il en faut pensant de cette accroître manière- le contrôle. Et il y a une chose qui est simple et qui est chose, et il faut respecter les procédures. Vous, le document nous dit quoi? Il doit avoir un cabinet d'architectes pour valider la construction d'un Ça, immeuble. ça existe depuis 1960. Mais c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est pas respecté. Ça, Mais ça existe depuis s'il vous plaît, 1960. s'il vous plaît, Respect. André, C'est le Élysée, fait pas. j'ai une Parce question, que si on le savait, s'il vous vous ne plaît. parliez pas de... S'il vous Mais plaît. c'est ça, Mais Élysée, j'ai une pas question. respecté. J'ai une question pour vous. Oui. Vous souhaitez, Élysée, Oui. qu'on gèle l'ensemble des constructions D'immeubles. pour Pour des- un temps. pour des- Merci. Pour accroître les contrôles, justement. D'accord. Voilà. Et là, Surtout là, ça. mais là, justement, Oui. pour évoquer le point d'André, dans le cas d'espèce, c'est pas que cet immeuble-là n'a pas bénéficié de contrôle. Il a été contrôlé. Mais justement, il a été contrôlé, mais Ouais. En fait, Si ce tu que as- André dit, c'est que les contrôles ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est Il ce y a qu'on eu dit. déjà Donc, 2 c'est pas un problème de notifications, il y a eu des contrôle, forcément. notifications d'arrêt des Non, c'est les travaux qui ont mesures été aussi faits. derrière les contrôles Mais quand on constate les qu'il y a contrôles une ne sont pas anomalie. allés jusqu'au bout. Donc, à un moment donné, dans la chaîne de l'administration, qu'est-ce qui n'a pas Mais fonctionné? quand, Parce que Madame Brou, quand tu dis le contrôle n'est pas... Un accuser- contrôle, c'est quoi? Un contrôle, il va jusqu'à son terme. S'il n'est pas allé au bout, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle. Non, C'est mais qu'il y a non, pas eu mais de parce contrôle. que les contrôles, non, Mais non. qu'est-ce que tu as... Non, mais c'est ça, en réalité. C'est vrai. Un C'est contrôle vrai est un Ils sont contrôle. pas allés Ça s'appelle justement. contrôle. S'il vous plaît. Donc, Élysée, Oui. c'est une proposition. Oui. Moi, je peux faire une proposition également. Non, mais disons. Votre proposition, Madame Bleu. Je Bon, fais une on va proposition. polémiquer sur la proposition. On a de reçu M. le Voilà, ministre en plus, et je crois que c'est moi qui lui avais posé. C'est une proposition. C'est moi qui lui avais Mais posé pourquoi cette dire des question. autres faits? Madame Vous Bleu, me je vous ai- permettez, c'est moi qui avais posé cette question Voilà. au ministre concernant le nombre d'agents sur le terrain. Pourquoi pas suffisamment Mais voilà, il a de revendiqué le contrôle. droit de la question. Oui. Et c'est vrai qu'on a été tous surpris aussi par sa question. Après, sa oui, c'est réponse. sa réponse, pardon. Après, c'est l'administration. Il n'y a pas suffisamment de personnel et de moyens pour le ministère pour pouvoir faire le contrôle de plus de 40 000 bâtiments en construction. Mais on a une jeunesse Oui, qui a besoin créons de des travail. emplois, merci. On parle de l'école de la seconde chance, de former la formation professionnelle. Je veux dire, peut-être que c'est une expertise bien précise qu'il faut pour pouvoir faire des contrôles sur le terrain, mais on a cette jeunesse-là. J'ai vu sur le site, la page Facebook de la primature, un document, une vidéo qui présentait un peu les statistiques. 26% des jeunes de plus de 15 ans à 27 ans n'ont pas de formation, n'ont pas d'éducation et tout. Mais c'est cette jeunesse-là qu'on peut prendre
et la former rapidement pour faire ce genre de contrôle. Alors, J'essaie d'avoir la Je plus voudrais- simple possible. Mais on a de la Parce que main. mes deux On jolies a de la dames, main là, d'œuvre. Non, on a Non, mais non, on on a de la main d'œuvre. On a Non, oui, mais n'importe je vais quoi, je peux revendiquer réagir d'être quand populiste ce même, soir Brice, pour au S'il vous point plaît, de s'il vue. vous plaît, parlez pas tous ensemble. Je vais ok. revendiquer d'être populiste Oui. ce soir pour sauver des vies humaines. On a des jeunes qui ont besoin de travail. En 6 mois, en 1 an, je ne Non, sais mais pas, mais on a la possibilité de former des jeunes pour faire des contrôles sur le terrain. Ben, les mêmes jeunes, on les insérait à la police pour les former rapidement pour lutter contre le banditisme. Oui. On va former les mêmes jeunes chez les pompiers. Il y a pour- du travail. Mais c'est du travail, mais c'est surtout un budget. Il y a des Il docteurs y a qui pas sont pas On ne encore peut pas payés. donner le boulot à tout le monde. Ah, voyez-vous. ok. Ben, on essaie de résoudre le problème des jeunes, hein, de la société ivoirienne Non, aussi. mais c'est des On essaie budgets. de trouver c'est des des- solutions, excusez-nous. Je C'est voudrais pas que juste ces jeunes-là soient volontaires pour dire on va travailler pour rien du tout. On a C'est- 360 c'est des- on a des milliards prévus pour la jeunesse cette année. Il y a Sarah, apparemment qui a une proposition qui Allez, pense on que... vous écoute, Sarah, sur la Je proposition. bouillonne juste, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'a dit André, effectivement, par rapport à ce ratio. C'est que 3 effondrements comparés à 40 000 constructions. Mais pardon, André, c'est un effondrement de trop. C'est qu'on parle de vie humaine. Non, je Ah, compare mais- ça par non, rapport non. au moratoire. qu'il D'accord, propose. mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les choses de cette manière et qu'on se dit, OK, c'est juste inadmissible, on se pose la question de savoir, mais comment. Ça veut dire aussi également que potentiellement, OK, il y en a 3 qui se sont effondrés, mais peut-être qu'il y en a 15 qui sont en phase Des de s'effondrer, potentiels, Mais on va- potentiels, on va et pour lesquels effondrements. on a de la chance. On ne peut pas vivre juste avec la chance et la bonne étoile en se disant on espère que ça ne va pas s'effondrer sur notre tête. Il me semble que le contrôle n'est pas assez assidu et en plus il n'est pas suivi. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'il y a un problème, ils constatent qu'il n'y a pas de permis et puis ils s'en vont et puis ils reviennent 3 ans après. Parce que la Qu'est-ce constatation, qu'on fait, elle a été en Sarah? 2021 Qu'est-ce qu'on fait? et en Proposition, on fait 2023. comme Élysée, on arrête tout. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bien sûr, si vous n'avez pas de permis de construire, on ne construit pas. On saisit le truc et on le démolit avant que ça se démolisse sur Dans la ce tête de pays, quelqu'un. si- Moi, C'est c'est- tout. moi, Il mais faut c'est- faire alors, respecter, plus c'est bien, il faut faire respecter les lois, on Dans ce détruit. pays, Très bien, si ça, c'est noté. un Élysée. matin, les gouvernants sont levés, ils ont dit plus de véhicules de moins de 5 ans dans ce pays importés. On a tous crié sur les toits ici, mais aujourd'hui, là, on est satisfaits. Quand on se promène dans la ville, là, on voit quand même qu'il y a moins de véhicules qui ont des pots d'échappement qui vraiment Alors, polluent Permettez-moi l'atmosphère. permettez-moi- Donc, arrivé un moment, là, il y a des permettez-moi de mesures... caricaturer. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, on va décider que comme il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas en règle, on arrête tous les véhicules, parce que je caricature, hein, Oui. parce que vous dites on arrête tous les véhicules, et le temps qu'on fasse des contrôles pour sortir tous les véhicules. C'est pas la même qui sont chose. Je t'explique Oui, pourquoi mais c'est pas voilà, la y a même pas chose. des morts, y a C'est pas des- quasiment pas la même chose. Pas du tout. C'est pas C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est complètement différent. Tu me parles des véhicules qui sont déjà en circulation. Y a pas Pour résoudre de- le problème, y a on va pas leur de- demander de s'arrêter. On a juste demandé que les forces de l'ordre, et on lancé même des opérations à cet effet, pour contrôler toutes les pièces. Et eux-mêmes, ils le communiquent à longueur de journée. Ils prennent des moments où ils lancent vraiment des contrôles tout azimut. Ça, c'est pas la même chose. Là, on est en train de parler des immeubles qui sont en train d'être construits, où des gens vont habiter, où on parle de la vie humaine des gens qui sont engagés. On n'est pas en train de parler de juste un jouet. c'est- On parle de c'est- vie c'est- humaine. Quand vous comparez- Il y a- Bon, allez, c'est vrai que Il y a je suis... l'association des promoteurs immobiliers en Côte J'ai d'Ivoire. l'invité, s'il vous plaît. Oui, Parce que rapidement. Il y a une j'explique association pour les des téléspectateurs promoteurs qui vont penser que- immobiliers qui font ce J'ai travail-là. 15 Et on avait secondes, Madame reçu l'un de, je crois, le président, et qui faisait une proposition, c'est-à-dire on peut avoir un permis de construire, mais même le permis de construire, on peut avoir de faux architectes qui valident ce permis de construire. Mais le plus important, c'est lorsque l'édifice il est terminé, il avait fait une proposition que on puisse avoir un permis d'habiter. Et ça, Oui, c'est des ça, choses ce pour lesquelles il document faut qui est- réfléchir à mettre en place pour éviter ce genre de situation. Bon, allez, les amis, on a eu diverses propositions, hein, chacune avec ses forces et ses insuffisances. Bon, mais en tout cas, on est triste. Hein, je tiens à On est souligner qu'on est indigné, triste, oui. justement, qu'il y ait 8 personnes de trop, on est d'accord sur la question, qui aient perdu la vie pour ce qu'on pourrait appeler de la bêtise. Parce que quand on vous a interpellé plusieurs fois, que vous continuez quand même la construction, c'est un peu délicat. Monsieur Jean-Yves Beaupieux nous rejoint sur le plateau du Grand Talk. Il est président du parti Intégrité et Conscience Nationale. Bonsoir, monsieur Beaupieux. Merci d'être, installez-vous, merci d'être présent sur le plateau du Grand Talk. On va dire, je pense qu'on vous a reçu il y a quelques années sur ce plateau. Oui, Quelques mois. environ un an. Il y a environ un an. Je dis, comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. Le parti se Comment porte, très bien, on ne vous voit pas aux élections, vous, le parti se porte très bien. Mais c'est là où on doit, j'allais dire, vous voir. Un parti politique, Oui. sachez-le, ne se résume pas aux élections. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout que nous faisons partie aujourd'hui des dernières apparitions dans le pays, parce qu'il n'y a seulement que 3 ans que nous sommes sur la scène politique nationale. Et c'est pourquoi, effectivement, que nous célébrons maintenant les 3 ans de ICON, Intégrité et Conscience Nationale. Donc, depuis le 4 juillet 2020, nous sommes présidents et fondateurs de ICON, Intégrité
Non, et conscience nationale. juste aller sur- pardon, Je André, vois laisse-moi vous Élisée, je dire. vois Élisée, je vois Voilà. Élisée. Il est Bon. tout bouillant. Oui. Mais tout à l'heure, c'est vrai que André, et je vais poursuivre la question d'André. Vous ne pouvez pas juste dire que tout va bien, et puis vous ne pouvez pas juste que vous avez 3 ans. On a le MGC qui est né il n'y a même pas il y a pas plus de 2 ans. On a le PPACI qui est né il n'y a pas plus de 2 ans, mais c'est des partis qui sont en train de partir aujourd'hui aux élections locales et régionales. Donc, dire qu'on est juste 3 ans comme un prétexte pour ne pas peut-être participer aux compétitions électorales, je trouve que c'est un peu facile. OK, ce n'est pas un prétexte, mais c'est un facteur dont il faut tenir compte également. Les partis dont vous parlez, les partis que vous citez, sont nés sur des cendres d'anciens groupements politiques existants auparavant. Nous sommes un parti qui naît comme ça après la constitution, effectivement, d'un certain nombre de personnes qui ont pris conscience de ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Je suis heureux que chaque fois que je viens ici, il y a une émission qui me précède. La dernière fois, c'était, je me souviens bien, la question d'un don exorbitant qui avait été fait à un seul individu, alors qu'il y a plusieurs qui en étaient demandeurs. Aujourd'hui, j'arrive, je constate encore qu'il y a un autre scandale, un immeuble qui s'écroule. Mais justement, ces sur ça, choses-là... que pense Icône? Disons, parlons de ça. Effectivement. Quel est votre diagnostic, Icône? Exactement. Vous voyez qu'il est nécessaire encore que des personnes à même conscients de ce qu'effectivement, ils ont encore quelque chose à démontrer sur la scène politique, puissent prendre encore en Côte d'Ivoire les responsabilités. Je vais dire que je légitime l'existence aujourd'hui encore de nouveaux partis politiques, avec des leaders bien évidemment charismatiques et qui programment de nouvelles valeurs. La question, elle est simple. Hein. Je vais répondre à la question là. Je vais répondre à la question pour vous dire qu'effectivement, nous pensons qu'il faut faire un véritable sur le niveau de la conscience de l'Ivoirien aujourd'hui. Il est dit communément qu'il faut un Ivoirien nouveau, mais nous constatons qu'à la réalité, il n'y a rien qui est en train d'être fait effectivement pour arriver à cet Ivoirien nouveau. Le constat que nous faisons, il est pathétique. Très bien, il est pathétique, il n'y a rien qui est fait. Le constat, vous êtes là à l'Icône, vous avez réfléchi à tout ça. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui devait être fait? C'est ce que je vais vous dire. L'indiscipline, désordre, la légèreté. Constat. On est toujours dans le constat. Sont monnaie courante aujourd'hui. On est toujours dans le constat. Il faut construire ce nouveau Ivoirien au niveau effectivement moral et éthique. Voici notre proposition. En quoi faisant? Et Icône pense qu'il faut s'y prendre comment pour le réaliser? Effectivement, ça fait partie de nos projets politiques. Et je me demande bien s'il est temps de pouvoir faire, je voudrais dire, ce développement. Mais je me demande s'il est temps. Mais peut-être que c'est ce qui fait que nous autres, on va militer dans le parti, on ne sait jamais. Écoutez-moi, écoutez, je vais vous dire. Il s'agit d'un projet politique. Mais au bout de 3 ans, et on peut vous en savez, parler. non, nous en avons. Notre projet politique est déjà arrêté. Tout est déjà bien programmé. Tout est question de temps. Vous le gardez secret? Effectivement. Il y a des choses que nous ne voulons pas déjà ici dévoiler. Mais je vais vous dire qu'un travail fondamental est à faire au niveau de la mentalité de l'Ivoirien pour mettre fin à ce à quoi nous assistons quotidiennement. Comment vous voulez convaincre de nouveaux adhérents à votre parti si vous ne présentez pas votre programme? Ce à quoi nous avons assisté tout à l'heure. Vous savez très bien que c'est la conséquence d'une défaillance morale, d'une défaillance au niveau c'est sans doute l'une des explications, Jean-Yves Beaupieux, c'est l'une des explications. Donc, comment on fait? C'est ce que posent comme question mes collègues. Est-ce que déjà vous, puisque vous avez fait le diagnostic qu'on partage sans doute tous, comment on fait pour arriver à endiguer ce type de proposition? Il faut que nous trouvions les moyens de donner une âme aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire. Ça se prépare dès l'enfance. Vous savez, il est difficile de vouloir transformer un individu qui est déjà majeur. Il est difficile de vouloir transformer les hommes lorsqu'ils sont arrivés déjà à un certain niveau d'âge. C'est depuis l'école primaire qu'il faut commencer un véritable travail de reconversion au niveau de l'éducation que nous donnons. Je vous informe, comme vous insistez, il y a des choses que je n'avais pas voulu dire ici, mais il faut imposer des choses au niveau de la formation de nos enfants. Quoi, par exemple? Dès le bas âge. Juste un exemple. Vous savez, je suis sur un plateau public. Et il y a des choses que je veux dire ici que je ne voudrais pas voir être récupérées demain par d'autres. Que vous l'avez. Mais je vais vous dire. Par d'autres militants. Mais par d'autres partis politiques. Je vous ai déjà dit que vous avez insisté, mais je vous ai déjà donné une piste pour dire qu'il faut refaire l'Ivoirien nouveau à partir du bas âge.
Ça sera très important Formation militaire avec à des partir du bas étapes. âge. Monsieur Dibopieux, excusez-moi, mais ce que vous dites n'est pas différent des concepteurs de l'Ivoirien nouveau. Quand vous prenez le concept nous ne ivoirien sentons nouveau pas dit l'effet. par le président Ouattara, vous voyez qu'il Le fait quoi problème, depuis c'est que nous ne le sentons pas l'effet, monsieur. Donc, il y a problème. Nous nous demandons Mais c'est s'il y a pourquoi vous demande selon effectivement vous. un travail qui C'est est en pourquoi train je demande d'être fait à selon ce vous. niveau. C'est Vous pourquoi savez- je demande selon vous quels doivent être les leviers sur lesquels on doit pouvoir agir pour véritablement atteindre cet Ivoirien nouveau. C'est tout ce qu'on vous demande. Je depuis. veux rassurer Je vous M. ai donné une Dibopieux. piste, c'est au niveau de l'éducation. Monsieur Dibopieux, d'accord. Il faut pardonnez-moi, insérer M. Dibopieux, mais dans la formation et la maturation de ce nouveau une nouvelle façon. Et cela part depuis le bas âge. C'est ce que je vous dis. Mais je ne veux pas ici déjà vous dénommer mais je vais comment vous nous dire, appelons ça. je vais vous lire quelques commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Éric Kakou nous dit, jusqu'à présent, il n'a pas donné sa solution. Roger Kandi, il n'a aucune proposition concrète. Pour vous dire que même les téléspectateurs attendent que vous nous fassiez des propositions, M. Dibopieux. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, un petit peu des programmes de société Oui. qui sont une priorité Parce que aujourd'hui 3 ans pour votre après, parti? Oui. Effectivement, nous avons un programme de société, nous avons des projets politiques, comme je vous l'ai dit. Comme vous Quels sont voulez les grands forcément, axes? Quels je sont les veux. grands axes? Non, les grands axes chez nous, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, un travail véritable au niveau de la mentalité. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Sadio Mané dire, je ne sais pas si vous avez entendu cela, que les footballeurs, les joueurs ivoiriens n'ont qu'une émotion pour leur nation. Il a dit après. Vous avez cru Sadio Mané, vous Justement, j'en viens tout à l'heure. Il a dit après avoir gagné l'équipe du Brésil, et moi je crois en ça, quand bien même que ça me fait mal, que ça vient d'un étranger, un monsieur comme Sadio Mané qui dit des choses, mais c'est des choses réelles. On va déjà dire. Parce n'a pas été- que, n'a pas oui, été- oui, moi j'ai mais vu ça- ça. mais- Mais il faut été donner confirmé. une âme à la Côte d'Ivoire. J'ai dit aux téléspectateurs qui m'écoutent qu'effectivement, nous avons beaucoup de choses. Je vous prends déjà, comme vous voulez absolument que nous puissions déballer quelque chose, je vais le faire. Je vais le faire D'accord, Juste un seul. contre Ouais, mon gré. on a 3 minutes avant. OK. Vous savez, nous disons, et je l'ai dit ici une fois quand je suis passé sur ce plateau, qu'il faut faire en sorte, par exemple, à retirer de notre scène politique une certaine classe qui est vieillissante. Les anciens que nous connaissons. Dibopieux, les- échangeons, je- dialoguons. Ça, vous avez dit quelque chose, c'est très concret. oui, C'est très concret. Vous allez, On va rester dessus, en vous fait. allez argumenter, on est d'accord. Pourquoi diantre, vous n'êtes pas allé militer dans ces partis afin de vous battre avec, déjà, parce qu'ils ont un socle de militants. Parce que là, excusez-moi, je ne sais pas, vous avez, en 3 ans, vous avez appris... Bon, voilà, ça va être la prochaine question. C'est la question. Combien de militants, Pourquoi- de sympathisants vous revendiquez aujourd'hui En même par temps, ça veut dire l'occasion pourquoi vous n'êtes pas resté dans les partis pour lutter? Et aujourd'hui, si vous avez choisi cette option, combien de militants vous avez gagné au bout de 3 ans? Une question en deux, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, vous demandez pourquoi nous n'avons pas voulu militer dans ces... Il y a plusieurs raisons dont je vous ai déjà donné d'autres ici. Ouais. La procédure de la création d'un parti politique et tout ça, nous pensons que c'est fondamental pour en attirer les militants ou bien des valeurs Mais qui comment vont militer. vous allez enlever Il y a- les 3 leaders là, il y a- si vous n'êtes il y a pas dans le cela. parti? Mais nous disons que c'est une question de volonté. D'accord. Mamadi Issoufou, ancien président du Niger, a renoncé à faire un 3e mandat. Il a été clair, il a dit qu'il y a une autre vie. Mais ça, c'est une volonté personnelle. Lui, il vous pose Non, la question non, de savoir ce n'est pas une vous, comment volonté vous arrivez- personnelle. Non, Écoutez, non, je viens. c'est quelque chose Comment qui est vous fondé arrivez- sur comment les vous a- institutions S'il vous plaît, parlez politiques. pas tous ensemble. C'est quelque chose qui est fondé sur les institutions Je politiques suis de son d'avis. pays. Non, pas C'est-à-dire, Élisée, on laisse terminer, monsieur. voilà, et il a dit qu'il y a une autre vie après la fonction de présidence de la République. Moi, je dis qu'il en va de même pour les autres présidents de la République en Afrique. Je partage ce que En vous dites, Côte d'Ivoire. Monsieur Dibopieux, si vous permettez, je partage ce que vous dites. Prenons l'exemple de M. Issoufou, c'est sur la base de la Constitution, il décide de partir, sur la base de la Constitution. Comme je le dis, c'est une volonté personnelle. Où quelqu'un à sa place aurait pu dire, quoi que la Constitution dise, moi je me maintiens. Quelqu'un aurait pu le dire. On va sur le factuel, nous le on va sur- constatons on va sur- ailleurs, beaucoup on va de sur le factuel de chez nous. Il vous pose une question qui est pertinente. Oui, c'est laquelle? Les leaders dont vous parlez, la classe politique ancienne, qui ne veut pas partir, comment vous, Dibopieux, sans être membre de leur parti, ayant un autre parti, comment vous arrivez à faire partie de ces gens de la scène politique? C'est ça la D'accord. question. C'est ce que je vous dis. Quand nous faisons le diagnostic, nous constatons que des gens veulent encore continuer à s'affirmer sur une scène. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut créer pour cela une institution Ok, d'accord. particulière. C'est une nouvelle institution que nous proposons, que Icon propose, qu'on appellera par exemple le Présidium, qui va être là où tous les anciens chefs d'État qui ont dirigé la Côte d'Ivoire vont prendre leur retraite. Comme nous constatons que les gens veulent continuer d'être sur la scène, il faut les mettre sur scène de cette manière, au sein de cette nouvelle institution que Icon, désormais,
réclament. Ça fait partie de nos projets politiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous créez le présidium, les anciens chefs d'État seront retraités au niveau... Jusque-là, le présidium n'existe pas dans notre constitution. Donc comment on fait? Parce que déjà, il faut avoir la c'est les majorité, dirigeants qui il faut faire le proposent- référendum. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Ce sont les pour dirigeants... faire passer cette idée-là? Non, alors, concrètement, votre travail aujourd'hui en tant Ce sont qu'acteur les- politique. Ce sont les dirigeants. Quand vous êtes dirigeant, vous proposez des projets au peuple. Très bien. Et le peuple adhère à ces projets. Et le peuple vous donne l'onction d'institutionnaliser vos projets. Nous, quand nous serons au pouvoir, effectivement, c'est ce que je vous dis, nous allons créer ce présidium. Vous revendiquez combien de militants actuellement? Parce que pour aller au pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut avoir au minimum entre 2 millions et 3 millions de Nous militants. avons plusieurs militants. Nous avons déjà occupé la quasi-totalité des grandes régions de notre pays. Vous avez Mais combien déjà, de il faut avoir des militants? candidats quand Vous vous avez avez combien plusieurs de militants. Je vous ai dit, Oui. Combien de militants? nous vous avez? avons eu, pendant les élections de 2020 déjà, nous avons eu 2 candidats. Je vous le dis. À Les élections Tonla, quoi, locales ou vous pouvez présidentielles? vérifier le cas de Tonla. Tonla, je crois, c'est dans la région des Gabou, tout ça. Très bien. Nous avons eu un candidat. Et les élections à venir, nous sommes en train de nous préparer s'il faut relancer les 2 candidats et voir même s'il faut aller au-delà. Votre candidat, il a remporté les élections vous dites? Non. Non, Il était juste malheureusement. Ah, vous avez juste, il Mais était juste il était candidat. déjà bon, vous savez, pour un parti aussi jeune qui vient de naître en 2020, Il faut qui d'abord être propose candidat. la candidature. Très bien, c'est En déjà toute pas mal. chose, tous les partis politiques que vous voyez aujourd'hui sur la scène, dont vous êtes fiers, sont passés par là. Ils bien. ont eu les premiers candidats qui ont échoué et ainsi de suite. C'est bien compris, Pour M. devenir Dibopieux. aussi grand. Alors, Je- on va je- sortir, je on va fais- sortir des diagnostics et on va poser une autre question, M. Dibopieux, vu qu'on a du mal à vous tirer les verres du nez concernant votre programme. Je vous ai 3 dit, ans après, qu'est-ce qu'Icône propose? Quelles sont les perspectives du parti 3 ans après? Je reviens rapidement sur ce que je disais tout à l'heure avant de venir à votre Parce question. qu'on n'a plus Pour beaucoup de dire temps, que- M. Oui, Dibopieux. déjà dire qu'il faut créer une institution qu'on appelle le présidium, c'est résoudre une grande partie du problème des Ivoiriens, qui est causé, selon moi, par les anciens qui créent une obstruction politique. Ces obstructions étouffent et explosent et créent toutes les crises que nous constatons aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne. Nous proposons déjà aussi, au niveau des lois électorales. Aujourd'hui, vous savez que c'est un véritable problème parce que c'est de là-bas que tout part. Moi, je pense que tout dépend de l'organisation des élections. C'est pour ça que nous proposons l'arrêt, l'autorité religieuse pour des élections transparentes. Vous voyez, vous changez de figure, ça vous surprend. Non, mais les religieux Non, ont eu des mais positions ça, parfois un peu c'est ce que je veux compliquées. savoir. Voilà, les Ils ne religieux sont pas font toujours quoi dans neutres. C'est parce que simplement, on ne leur a pas encore confié une véritable responsabilité de ce genre. Parce que dès lors que Elle va vous consister en quoi? C'est eux savez qui vont que, organiser les élections? bien sûr, Est-ce que vous savez Les que- religieux- les religieux, Ok, d'accord. effectivement, accompagnés de nos chefs traditionnels, nous estimons que ceux-là ont une forte responsabilité nationale. Il faut faire en sorte à les institutionnaliser véritablement. Il ne faut pas les laisser à D'abord, l'écart de nos palabres. Oui. Oh, non, en réalité, est-ce qu'il ne faut pas D'abord- les laisser à l'écart? D'abord, il faut organiser la religion de manière à ce que nous puissions travailler avec les leaders de chaque confession religieuse. Aujourd'hui, Et associer- il y a une association des musulmans, il y a une association des chrétiens. Quand- Donc quand vous dites organiser, vous dites quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce organiser que vous savez qu'il y a beaucoup de désordre au sein des religions en Côte d'Ivoire? Ce qu'on vous dit, c'est la façade. Donc ça veut Quoi. dire qu'il va déjà- falloir... mais il va dans le falloir- fond, Déjà, il y a ça pas des organiser gens- ça nous prend du temps. À Puisque- quel moment donc ces puisque- religions sont organisées et puis ils organisent les désormais, nous élections? voulons leur confier une mission prépondérante. organiser Dans les le élections en Côte d'Ivoire. suivi de la nation, l'État doit aller aider à leur structuration. Parce que c'est avec les leaders religieux et, je dis, les chefs traditionnels que désormais, nous souhaitons effectivement organiser les élections en Côte d'Ivoire. C'est nouveau. Vous voyez, nous avons des projets parce que chaque homme est homme de son temps. Nous sommes hommes de notre temps en tant que politiciens, jeunes, aspirants effectivement à présider à la destinée de notre pays demain. Nous avons beaucoup de choses à proposer aux Ivoiriens, mais je vous ai dit, le moment n'est pas encore venu. Dieu la fait chaque place. chose en son temps, chaque chose bonne, bien évidemment. Nous pensons que pour l'instant, nous ne pouvons pas déballer tous nos projets. bien. Mais je vous ai donné juste 2 choses. Je vous ai parlé du présidium. Très bien. Et je vous ai parlé de l'arrêt. Retenez ça aujourd'hui, de manière à ce que demain, vous n'entendez pas quelque part, parce que c'est vous qui l'aurez provoqué. Parce que nous ne voulons pas voir des gens C'est votre piger contribution nos citoyenne, idées. monsieur Dibopieux. Mais je vous ai dit, C'est nous votre avons contribution beaucoup de choses citoyenne. à dire et à faire, mais nous pensons qu'il n'est pas le moment pour nous. C'est votre contribution Parce que- citoyenne, monsieur Dibopieux. Il est- Retenez ça comme ça. Pourquoi Comment? c'est pas le moment, C'est votre justement contribution citoyenne. Retenez Oui, ça. bien sûr. Voilà. L'homme religieux a 3 consciences. L'homme religieux a la conscience naturelle que chacun de nous a. L'homme religieux a la conscience de ses fidèles. C'est sa deuxième conscience.
Et il y a la conscience fondamentale qui est la crainte de Dieu qui est en lui, pour qui il sait Dieu. Au nom de ces trois consciences, vous verrez que si vous mettez les religieux au devant... d'hommes religieux qui sont des véreux, des affairés, non, mais surtout quand vous finissez de dire ça, M. Dibopieux, vous dites qu'avec toute cette conscience-là, il y a quand même un désordre. Oui. Et en plus, on est dans un état laïque, M. Dibopieux. On est dans un état laïque où tout le monde n'est pas forcément religieux. C'est pour cela que je vous ai dit que l'État... Pourquoi mêler la religion à l'État? Il faudrait que l'État s'implique dans la structuration des religions. Si l'État s'y implique effectivement, vous verrez que des personnes véreuses dont vous parlez disparaîtront. Très bien. Parce que l'État, en s'y impliquant, prendra des mesures qu'il faut pour que ces personnes-là Au sein de l'État, il y a des problèmes. Bon, M. Dibopieux... Ça, l'État avec tout l'appareillage. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler, par exemple, des immeubles... Mais il y a une direction des cultes, l'État aujourd'hui regarde. Il y a une direction, l'État regarde aujourd'hui. N'importe qui ne se lève pas pour faire une église. Bon, écoutez, M. Dibopieux, voilà ce qu'on va faire. On va prendre rendez-vous avec vous. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que c'est structuré, cette volonté-là? On va prendre rendez-vous avec vous, on essaie de joindre l'acte à la parole, Dibopieux, on va prendre rendez-vous avec vous. C'est la question, et c'est ce que nous allons faire. C'est bien noté. Parce que nous voulons travailler avec les religieux. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons vraiment beaucoup, mais voilà, je suis désolé, mais je veux simplement que ici, les Ivoiriens retiennent qu'il y a des valeurs, il y a des consciences au sein de la jeunesse qui sont, je dirais, à même de conduire la destinée de notre pays dans l'avenir. Nous sommes en train de nous structurer, nous organiser. Le moment opportun, nous déballerons tout notre projet social de manière à ce que les Ivoiriens puissent prendre conscience et qu'ils puissent se décider, puissent comprendre qu'effectivement, l'avenir appartient à la jeunesse. Et cette jeunesse-là est en train de prendre conscience de cela. C'est ce que nous faisons en mettant effectivement sur pied Icône pour que nous puissions jouer notre partition dans cet avenir-là. Merci, M. Dibopieux. Merci beaucoup, M. Dibopieux. Merci beaucoup. On se retrouve derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'André Bois, de Mme Edith Roubleu, en compagnie d'Élisée Boulogbeux et de Mme Sarah El Ouadili. Bon, les amis, on l'a appris hier, le président Macky Sall ne sera pas candidat. Après des mois de spéculation, le président sénégalais donc, a finalement déclaré hier, lundi, dans la soirée, donc au cours d'une intervention télévisée, bien qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Ouf de soulagement, commentaire sur le plateau. Comment vous appréciez cette décision du président Macky Sall? C'est une décision salutaire. Hein. Je pense que ça va permettre d'amener un peu d'alchimie au Sénégal. Après toutes les tensions, toutes les violences qu'il y a eu pendant cette période précédant ce discours, de renoncement à une candidature, à une troisième candidature. Et ce que je retiens, au-delà de tout, oui, il y a eu des réactions positives, mais il y a eu d'autres réactions également qui ont pointé du doigt le fait qu'il aurait pu clarifier en tout cas le fait qu'il ne se présente pas depuis longtemps. Ça nous aurait évité, en tout cas, ça aurait évité au peuple sénégalais de vivre ces moments mais difficiles. l'autre revers, Madame Bleu, c'est est-ce que justement les gens ne se sont pas précipités pour lui prêter des intentions? Non, oui, bien sûr, il y a eu cette prétention, comment je pourrais dire, oui, cette intention de candidature alors qu'il n'avait rien dit du tout. Et derrière ça, je pense que peut-être qu'il y a eu le fait que Sonko aussi, d'une certaine manière, mobilise les populations autour d'une annonce qui n'avait jamais été faite finalement. Mais je pense que pour préserver la paix, le président Macky Sall aurait dû, à un moment donné, au regard de la situation de violence qui se passait dans son pays, clarifier la situation avant qu'on ait des morts. Non, mais moi, je voulais là encore afficher mon désaccord avec Edith là-dessus, parce que elle dit non, il devait... Non, mais à un moment, je dis que les hommes politiques, chacun a son agenda. Je dis, voilà, chacun a son agenda, mais jusqu'à preuve du contraire, la Constitution sénégalaise fixait les règles. Donc, pourquoi on va subodorer qui veut être candidat et appeler les gens à manifester? Enfin, je dis que la politique, c'est quand même une chose sérieuse. C'est sur la base des intentions ou des déclarations des uns et des autres. Parce qu'on ne va pas faire cette analyse-là et la laisser comme ça à perte et profit. Il y a eu quand même beaucoup de fautes de la part de certains opposants. Parce que moi, je veux bien qu'on soit tout le temps en train de se plaindre, tout ça, mais quelqu'un qui n'a rien dit, expliquez-nous à quel moment on appelle les gens à manifester et que ça produit des dégâts et des morts. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut situer aussi leur responsabilité. Ce n'est pas parce que Macky Sall n'a pas clarifié les choses, mais il n'avait à rien dire. Non, mais non. Il attend, il est maître de son agenda. Et en plus, pour terminer là-dessus, pourquoi c'était important? Parce que Macky Sall, il y a Macky Sall, mais il y a aussi son parti politique
qui prépare son candidat. Enfin, il y a des réalités dans la vie d'un parti Alors politique. justement, Patrice Banga, qui nous écrit sur nos pages des réseaux sociaux, nous dit pourquoi attendre qu'il y ait mort Oui, d'hommes mort. avant de se Je veux dire, c'est le rétracter. président de Mais tous est-ce les qu'il s'est Sénégalais. rétracté? Alors, Non, c'est non, le je pense président. qu'il y Non, a- je vais terminer. C'est le président du peuple sénégalais. Oui. Oui, il a un agenda, il a un parti politique, il a un agenda. Mais en tant que président, en tant que gestionnaire, on va dire, de la cité du peuple sénégalais, vous voyez, vous entendez ce qui se passe. Vous entendez la clameur de la foule. Vous entendez les rumeurs. Vous voyez les violences qui se passent. Vous voyez l'instrumentalisation dont est victime les personnes que vous administrez. Mais à un moment donné, vous vous levez, vous prenez la parole pour essayer d'élever tout équivoque sur une Mais candidateur. ceux qui, parce qu'on va Même si ça n'a pas été fait. ceux qui appellent à manifester sur la base de zéro. Oui, parce que Alors, là, Non, par exemple, quand je lis le message de M. Banga, Ça nous aurait et coûté lui-même, mort. il imagine Oui. que M. Macky Sall s'est rétracté. sachant qu'on se rétracte quand on a fait une affirmation. Non, mais ça, justement. juste pour apporter peut-être un petit éclaircissement pour comprendre pourquoi est-ce qu'on était effectivement dans le flou, c'est qu'en 2012, quand il a été élu pour son premier mandat, il a fait changer la Constitution en 2016. Et en changeant la Constitution, il a intégré la possibilité de faire un deuxième mandat consécutif. Donc en 2019, quand il a été réélu une deuxième fois, il a été élu une première fois sous la nouvelle Constitution. Donc d'un point de vue du droit, il pouvait en réalité, même si c'était peut-être pas moral, il pouvait briguer un deuxième On est mandat. d'accord. Mais on est d'accord que ce deuxième mandat aurait été un troisième mandat et qu'il a toujours lui-même combattu cette idée de faire 3 Mais mandats. c'est et pour ça qu'il qu'il n'a a- jamais, donc- et là on l'a bien constaté qu'il n'avait jamais dit. Donc cette déclaration, elle vient vraiment apaiser les choses. Elle était la bienvenue parce qu'on était Ça, on est clairement d'accord. dans On l'a un fait flou depuis longtemps. et elle vient apaiser des tensions politiques qui étaient quand même extrêmes. Le deuxième point maintenant qui est important, c'est ce qui va se passer avec l'opposant qui est actuellement a été condamné à 2 ans de prison ferme, mais toujours pas arrêté. Moustapha Koné nous dit Sonko est le seul responsable de ce désordre. Mais c'est de ça qu'on va parler. Diarsouba Mathieu nous dit Sonko doit payer pour ses crimes. Voilà, c'est certains avis. Bon, comme on le dit, hein, ça reste vraiment du niveau de la supputation que Macky Sall voulait forcément faire un troisième mandat. Parce que de sa propre bouche, il n'a jamais déclaré. Mais de sa Bon, alors propre en bouche, même il a temps, déclaré. Moïse Bala, Que il disait, je vous donne 15 la secondes, Constitution nous dit qui Macky lui Sall permet. voulait se De présenter, sa propre c'est bouche. inéluctable. Non, de sa propre bouche, il a dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats, qu'il respecterait la Constitution. Ça, il l'avait dit, je crois, en 2018 ou 2019. Il a dit, Voilà, qu'il qu'il allait, allait, son dernier qu'il allait- mandat. voilà, qu'il allait faire 2 mandats. Il n'avait 2019 jamais serait dit son qu'il allait faire dernier un truc. Mais ce que moi je constate ici, comme André l'a dit, et c'est ce qui est normal, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, il dit qu'il ne sera plus candidat. On a eu des morts, on a eu des choses saccagées, on a eu des choses détruites et autres, tout ça, sur la base de parce qu'on pensait qu'il allait le faire. Peut-être qu'on peut dire la pression de la rue a fait qu'il s'est rétracté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de regarder maintenant à l'avenir. Macky Sall n'est plus candidat. Et inexorablement, Sonko risque de ne pas être Oui, il a candidat. réussi Parce à qu'avec éliminer voilà, avec son le verdict opposant. le verdict du jugement, ça Oui. serait un peu difficile Oui, bien qu'il soit sûr. candidat. Donc aujourd'hui, c'est de voir maintenant comment les Sénégalais peuvent nous ramener cette image qu'on a de ce Sénégal, pays démocratique. Je pense que c'est l'enjeu qu'elle a aujourd'hui. Oui, Et mais à c'est ça qu'ils l'enjeu, doivent mais travailler. évidemment, moi j'entends bien ce qu'Élysée dit et je suis même entièrement d'accord avec lui. Mais une chose est J'ai 1 minute sur sûre, le sujet. il faut marteler Macky Sall, son mot. Il a dit lui-même, il dit « j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit ». J'ai dit, écrit, répété ici et ailleurs que 2019, c'était mon dernier mandat. Donc C'est à ça. quel moment on peut demander aux gens d'aller manifester contre un supposé troisième mandat? À un moment, il faut situer les responsabilités. Il faut que les Africains, j'entends nos téléspectateurs qui nous écoutent avec beaucoup de plaisir, mais il faut dire aussi la vérité aux gens. On n'appelle pas la population à manifester sur ses propres lubies. À un moment, il faut arrêter. Voilà, et bon, le pays a qu'à son dit non, Macky Sall n'a pas parlé trop tôt. Mais ceux qui ont annoncé des manifestations trop tôt, ils sont où? Il faut qu'on en parle aussi. Chacun a sa responsabilité. Bon, on peut estimer aussi que Macky Sall s'est rétracté à cause de la pression de la rue. Il avait peut-être une intention Non, pas cachée. rétracté. Il Voilà. faut dire que Macky Sall a tu veux décidé de prendre ne des pas faire un intentions. troisième C'est mandat. ça, tout simplement. Mais il n'a Oui, pas on peut dit de estimer, rétracter. C'est comme mais s'il on a n'est dit pas- et puis il a changé On d'avis. peut Ah, il n'a pas estimer, dit. mais on pense que vous n'êtes pas dans le vrai, puisqu'il n'a jamais affiché clairement son intention d'être candidat. Il Très aurait bien. dû le clarifier depuis longtemps. Très bien. Non, dites, Bon, enfin, voilà, soutiens-moi chacun un sa peu plus, voilà, ça. bon, c'est très bien. Monsieur Armani nous rejoint sur le plateau du Grand Talk pour l'invité du soir. Le deuxième que nous recevons, il est administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Merci de vous installer. Coordonnateur du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Avec lui, on évoquera l'insertion des jeunes dans les zones frontalières du Nord. Quel bilan après un an d'activité. Bonsoir, monsieur Nicolet. Bonsoir, comment merci beaucoup. Ça justement, va. la première question, c'est quel bilan? On va aller tout de suite. Très un bien. an après, ce programme-là d'insertion des jeunes dans les zones frontalières Nord. Merci pour l'occasion que vous me donnez de faire le bilan donc, de cette importante initiative. Il faut peut-être déjà la mettre dans son contexte. Le programme de lutte
contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord fait partie du PS Gouv 2, notamment en son axe 1. Et vous savez bien que le nord de la Côte d'Ivoire, faisant frontière avec le Mali et le Burkina, on a connu quelques attaques terroristes et il fallait donc que le gouvernement ivoirien, et ça a été très vite fait, prenne la mesure de l'enjeu et surtout mettre en place des mesures pour pouvoir corriger. On a déjà des mesures sécuritaires qui ont été prises, le renforcement de l'équipement, du renseignement dans toute la zone. Également sur le plan des infrastructures, les 6 régions couvertes par ce programme ont été dotées en équipement, mais il fallait également appuyer la population du point de vue de la résilience socio-économique à travers des dispositifs les accompagnant vers l'insertion professionnelle et l'emploi. Donc, pour la première édition, on avait un objectif de 22 912 bénéficiaires à toucher sur l'ensemble des programmes mis en œuvre dans la zone. Après le bilan qu'on a fait récemment à Korogo, c'est plutôt 23 892 bénéficiaires qui ont été donc touchés par ce programme. Donc un peu plus de 100% en fait. 104% pour un budget de 9,6 milliards qui a donc été investi dans l'ensemble des programmes mis en œuvre sur les 6 régions. Qu'est-ce qui intéressait les gens? C'était la pertinence du programme ou c'est parce que c'était un programme où on gagnait de l'argent? Alors il faut noter déjà que les 6 régions concernées, ce sont des régions quand même, après, les études montrent que le niveau de paupérisation, donc des populations de vulnérabilité, de fragilité dans ces zones, toutes choses qui sont propices à ce que les extrémistes violents donc, surfent sur ces différentes vulnérabilités. Ce qu'il faut noter déjà, c'est la réponse faite par l'État. Et cette réponse, c'est de dire que tous les jeunes de la zone qui ont des projets, des initiatives et qui veulent donc les faire financer, voici des guichets de financement. Très bien. Alors, on a par exemple les associations villageoises d'épargne et de crédit, qui sont donc des regroupements qu'on fait dans des régions avec des hommes, des femmes, qui sont donc formés à la micro-épargne, qui arrivent à développer donc des mécanismes un peu la tontine, donc un peu de microcrédit, mais qui sont accompagnés par la suite donc pour pouvoir monter en puissance et donc développer un tissu socio-économique, mais surtout, ces dispositifs favorisent la cohésion sociale. Très bien. Et dans quel secteur ces jeunes ont été insérés principalement? Alors, des jeunes et aussi des moins jeunes, parce que certains dispositifs donc, touchent des jeunes de 18 à 40 ans et d'autres vont au-delà. Les programmes qui ont été mis en œuvre sont des formations. On a des formations de reconversion et de requalification, des formations par apprentissage. Je prends le cas, par exemple, de Kafolo, une des zones qui avait subi des attaques terroristes. Alors, dans la récente mission d'évaluation qu'on a effectuée là-bas, il y a des jeunes de Kafolo qui aujourd'hui apprennent la maçonnerie, apprennent la plomberie, parce qu'un métier, c'est un avenir, un métier, c'est un espoir. C'est une possibilité offerte donc à des jeunes qui sont sortis du système éducatif, qui n'ont pas de qualification, de pouvoir apprendre des métiers et en vivre. On a aussi des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Alors, et là, on a un retour d'expérience d'un sous-préfet de la zone du Bunkani qui nous a dit que mettre les jeunes ainsi en activité pour entretenir les ouvrages publics, moyennant donc on leur paye ce qu'on appelle des indemnités de mise en activité de 35 000 francs par mois. Et après 6 mois d'activité, donc, on les accompagne avec un pécule pour qu'ils puissent financer leur propre activité génératrice de revenus. Donc, il nous a ressorti que, par exemple, entre certaines populations, c'était l'inimitié. Donc, ces dispositifs qui favorisent que les populations se mettent ensemble, créent de la cohésion sociale, donnent de l'espoir aux populations. Il y a le financement des activités génératrices de revenus. Le financement des micro et petites entreprises sont des financements qui vont de 100 000 à 1 million de francs CFA et certains autres de 1 million à 5 millions de francs CFA. Également, les acteurs du secteur informel de ces 6 régions avaient été impactés par ces situations. Vous savez, quand vous arrivez dans certaines localités, les populations avaient peur de sortir. Donc, les petites activités qu'elles menaient, elles ne peuvent plus les faire. Donc, il y a plus de 6 000 acteurs du secteur informel de ces zones qui ont reçu des subventions de 250 000 pour pouvoir donc relancer leurs activités. On a mis aussi en place des activités de volontariat. Parce qu'il faut, quand par exemple, des gens comme les réfugiés actuellement qui sont en train de venir, ce sont des jeunes qui ont été formés dans chacune des localités et qui apportent une assistance à ces populations. Voilà. Donc l'ensemble de ces programmes, l'ensemble de ces dispositifs contribuent donc non seulement à redonner de l'espoir aux populations, mais à développer une économie locale, toutes choses qui font barrière donc
aux risques liés à l'extrémisme violent. Très bien. Oui, je trouve ça juste tel que vous le décrivez, en tout cas très, très intelligent, très intelligent, la manière dont l'État essaye de répondre au risque du terrorisme, parce que quand il y a terrorisme, quelque part, il y a aussi une détresse, une misère sociale, donc la création d'emplois est très importante. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez aujourd'hui une estimation du nombre d'emplois qui a été créé grâce à cette initiative, quitte à la répliquer, j'ai envie de dire, peut-être ailleurs, dans certains d'autres endroits du territoire, là où le chômage est très important? Très bien. Alors, il y a des dispositifs qui directement permettent de développer l'auto-emploi dans la localité. Il faut noter que c'est plus de 12 000 jeunes sur l'ensemble des programmes, donc 3 000 sur les activités génératrices de revenus, un peu plus de 6 000 sur les subventions aux acteurs du secteur informel et les micro et petites entreprises qui ont reçu directement des financements pour créer leur activité. Sous forme de garantie ou c'est directement du capital injecté? Alors, ce qu'on fait, c'est que nous, on a signé des accords avec des partenaires financiers. Nous mettons nos ressources auprès de ces partenaires financiers et selon certaines conditions, ils accordent des financements aux jeunes qui sont remboursables. Et ce qui a été fait, par exemple, dans le cadre de ce programme, c'est financer des activités génératrices de revenus pour autour de 3 000 bénéficiaires, les micro et petites entreprises, mais également des subventions directes à ces acteurs. Toutes choses en plus des emplois directs, il faut maintenant voir tout le réjaillissement qu'il y a sur l'économie locale. C'est ça le sens de la parce question. Que lorsque vous créez une entreprise, c'est 3, c'est voire 10 emplois induits qui en résultent. Voici pourquoi pour nous, notre approche, c'est une approche de durée. L'approche, c'est dans la durée. Le programme initialement était prévu pour 2022 à 2024, mais avec le PGGouv aujourd'hui, le PGGouv va jusqu'en 2025. L'idée, c'est donc de doter ces localités, non seulement d'infrastructures, c'est déjà fait, mais également de potentialités pour les jeunes et les moins jeunes, pour qu'on ait une véritable dynamique économique qui fasse barrière à tout ce qu'on crée. Okay. C'est de très belles initiatives. Ce qui, justement, très souvent pose question, c'est le suivi. Comment mener le suivi? Parce qu'une chose est d'investir, une chose est de donner des moyens financiers, mais comment on se rassure que ça donne effectivement le résultat ou on atteint l'objectif pour lequel on l'a lancé? C'est la première chose. La seconde chose, je pense que la seconde étape, je ne sais pas si vous y pensez, mais je pense que la seconde étape, c'est de voir dans quelle mesure, au-delà de juste donner des moyens et autres, tout ça, voir comment on peut peut-être inciter des industries, des entités plus grandes à s'installer dans ces zones-là pour étendre encore la toile de ceux qui sont bénéficiaires. Est-ce que ça, c'est prévu? Mais je me réjouis de votre question, c'est exactement cela. Permettez-moi de déjà décrire le processus, la gouvernance de ce programme. On a compris qu'on ne peut pas être à Abidjan pour pouvoir développer une initiative dans le Bunkanib et dans le Tchologo. Voici pourquoi on s'est appuyé à travers des équipes projets sur les autorités locales. Donc, nous avons des équipes projets qui sont présidées par les préfets de région dans les 6 régions, mais déclinées à l'échelle départementale, avec des équipes projets départementales et maintenant à l'échelle sous-préfectorale. De sorte que ces autorités-là, avec à l'intérieur les représentants des mairies, des conseils régionaux, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, c'est ceux-là, avec les autorités villageoises, qui identifient non seulement les bénéficiaires, mais également les idées de projet. Donc nous, on intervient en coordination. Donc ce cadre de gouvernance nous a permis de comprendre la sociologie des populations et d'avoir des approches très ciblées. On a un dispositif de suivi qui s'appuie également sur ces mêmes organes, mais qui s'appuie sur les démembrements de notre ministère. Vous savez que nous avons des bureaux qu'on appelle agences régionales dans chacune de ces localités. On a des démembrements qui sont des guichets emploi dans chacune des mairies et on a des équipes mobiles qui nous aident dans le suivi de ces activités. Très bien. On va partir sur on sort sur le bilan, André? Oui, on sort du bilan, mais on rentre en même temps dans le deuxième truc. C'est important. C'est-à-dire que la question que je vais vous poser, est-ce que dans la deuxième phase qu'on est en train de lancer, on prend en compte une chose? Parce que vous parlez donc de zones vulnérables, Sarah l'a précisé, c'est que beaucoup de jeunes peuvent être enclins à commercer avec d'autres, simplement parce qu'ils peuvent sentir aussi des choses comme une injustice. Oui. Parlons de ça. Est-ce que les projets sont gagnés par ces jeunes-là sur des bases républicaines? Parce que c'est vraiment parfois le reproche qu'on peut faire à certains de nos programmes. Sur ça, comment on fait pour rassurer les jeunes, pour qu'ils se disent, s'il n'est pas pris en 2019, il sera pris en 2020 ou plus tard, je ne sais pas. Voici pourquoi déjà, on n'a pas voulu que la sélection repose sur nous.
Les préfets sont des autorités neutres. Ils représentent l'administration. Et quand vous prenez une équipe projet, vous avez à l'intérieur tous les représentants de la localité. Et c'est eux qui font le travail de sélection. C'est eux qui savent identifier donc les populations vulnérables. Et dans la communication qu'on fait, et on est très transparent là-dessus, lorsque des sélections sont faites, ensuite les listes sont présentées dans les différentes zones pour que les bénéficiaires le sachent. Mais l'espoir est donné aussi à ceux. Prenez quelqu'un qui n'a pas de pièce d'identité. Ça fait partie des difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme. Il y a des jeunes de ces localités qui difficilement ont accès à des pièces d'identité, alors que pour bénéficier d'un programme où vous serez payé par mobile money, il faut au préalable avoir un numéro enregistré en son nom et puis avoir une pièce d'identité. Donc, on donne la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir régulariser leur situation et puis après de faire acte de candidature. Rapidement, le deuxième aspect de sa question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a un plan de développement? Oui, il y a un plan de développement local. Donc, qui va reposer en fonction donc, des opportunités locales, en fonction de la nature de l'économie locale, donc développer des infrastructures qui soient beaucoup plus solides. L'objectif, c'est vraiment d'arriver dans la durée à faire donc, de ces zones-là des pôles économiques. Et ça, ce n'est pas seulement notre ministère, c'est vraiment tout le gouvernement à travers l'axe 1 du PS Gouv, donc qui embrasse l'ensemble de ces zones. En une minute, hein, le temps que ça arrive, effectivement, tous ces projets de développement, c'est quoi les ambitions de cette deuxième phase? La deuxième phase, donc, c'est 30 632 bénéficiaires pour 12,3 milliards qui seront donc mis en œuvre dans ces 6 régions. Et justement, on a la cérémonie de lancement de cette importante initiative qui va donc se faire le 7 juillet 2023 à Ferkessédougou dans la région du Tchologo. La durée de cette seconde phase? Alors, on a les 6 mois. Nous avons les 6 mois de mise en œuvre, mais évidemment, il y a certains dispositifs qui donc sont poursuivis donc, au-delà de ces 6 mois. Okay. Par exemple, pour les formations par apprentissage, pour une formation de 9 mois, on va démarrer les formations, mais elles vont s'achever dans le premier trimestre 2024. Le 7 juillet, vous dites? Le 7 juillet 2023 à Ferkessédougou. Est-ce que vous voulez peut-être inviter des membres du gouvernement français? Parce que je vous entends, mais honnêtement, hein, vous avez parlé de sociologie. Comprendre la sociologie pour avoir des interventions ciblées, c'est ce que vous avez dit. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe en banlieue en France en ce moment. Oui. Parce qu'effectivement, je trouve qu'on ne trouve pas de solution adaptée en termes d'insertion à l'emploi, etc., pour éviter justement que ces émeutes prennent cette ampleur. Donc, je trouve ça très intéressant comme approche et il serait intéressant qu'on Pour dire que les solutions viennent d'Afrique. Il faut oui. Vous ne faut pas inverser les rôles. Là. Okay. En tout cas, je peux dire que c'est une bonne initiative aussi. Voilà. Elle doit t'enseigner. Merci beaucoup. Alors, c'est peut-être vous nous donner juste l'occasion d'inviter tous les partenaires donc, nationaux, internationaux, tous les jeunes de ces différentes localités à prendre part donc, à cet événement, mais surtout voilà, à participer donc, à l'ensemble des programmes mis en œuvre qui sont totalement gratuits pour toutes les populations. Il n'y a aucune contrepartie financière qui est exigée d'aucun des bénéficiaires de nos programmes. Monsieur Armanikoué, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de passer sur notre plateau. Vous êtes administrateur adjoint de l'Agence Emploi Jeunes. On dira bonsoir et merci. Je rappelle le coordonnateur du programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières dans le Nord également. Je dirais bonsoir et merci surtout à Paul, Kofi, Titi Eloy, Moïse Bala, Yeti Ouattara, Roger Kan, Cheikh Balo, Patrice Banga, Alexandre, je les cite tous ce soir, Manasseh Karamoko, Amos Djonsi, Mustapha Koné, Christian Assoumou. Ils ont été très nombreux à réagir et voilà, on le dit, merci. Pardon. À Dominique Yaba aussi, bien sûr. Et à tous les anciens, Titi Elogne et tous les autres qui réagissent sur nos pages des réseaux sociaux, qui participent à l'émission. Merci à tous. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.